Bonjour, vous écoutez l'épisode 114 du podcast Mes trucs de prof, qui est en réalité l'épisode 114 du podcast Les petits plus zen de Séverine Feist, dans lequel j'ai été invitée. Il s'agit donc d'une sorte de crossover de podcast. Donc Séverine m'a conviée pour discuter de l'équilibre vie pro, vie perso, une thématique qui m'est chère et que vous pouvez retrouver dans mes programmes d'accompagnement. Vous pouvez écouter les podcasts de Séverine sur lppzen.com/le-6 podcast. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour Émilie. Bonjour Séverine. Je suis ravie de te retrouver. Alors pour mes auditeurs, ils t'ont entendu sur l'épisode 105 et je crois que pour tes auditeurs, ils ont aussi entendu notre échange sur l'épisode 105. Donc est-ce que tu veux bien te représenter un petit peu ? Eh ben oui, bonjour. Je m'appelle Émilie Lefatan, j'ai 39 ans. Je suis coach professionnelle et formatrice et je suis spécialisée dans les métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Nous, on s'est rencontrés parce qu'on était enseignantes toutes les deux et puis on avait une activité sportive en dehors. Je crois que tu es sur un chemin d'évolution en ce moment. Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Oui. C'est vrai que après avoir été enseignante, professeure des écoles, j'ai commencé en 2005. J'avais 21 ans. Je suis restée en classe une quinzaine d'années. Et puis, je suis passée par la formation. Je suis devenue formatrice en 2014. Puis, j'ai vécu un petit burn-out en 2020. Et à ce moment-là, j'ai remis en cause pas mal de choses. Je me suis re-questionnée un peu sur ce dont j'avais envie, ce dont j'avais besoin, là, où est-ce que j'en étais. Et je me suis formée donc au coaching professionnel. Et donc là, ça fait 3 ans que je cumule un peu de choses, c'est-à-dire que d'un côté, je suis conseillère pédagogique à l'Éducation nationale et puis d'un autre côté, j'ai développé le coaching, du coup, pour les enseignants essentiellement. Et voilà, et donc là, c'est la fin de ce double, comment on pourrait dire, double cursus, double emploi, voilà. Je quitte l'Éducation nationale fin août pour me consacrer du coup au coaching, au développement du coaching et de la formation aussi en indépendante. Bravo, félicitations. Merci. Tu as pu tester la transition en ayant les deux casquettes à la fois. Ouais, une transition de 3 ans, mais qui était, je pense, nécessaire pour pouvoir gagner en confiance dans le projet, en confiance en moi, dans mes compétences, clarifier un peu les choses et puis partir sans amertume pour avoir bien construit mon projet d'après. Donc voilà, une transition en douceur, mais voilà, j'ai pris le temps. Magnifique. Du coup, on s'est mis d'accord un petit peu sur un thème à aborder ensemble aujourd'hui, notamment sur la masse et la charge mentale qu'on a toutes en tant que maman et femme active. Donc, je t'ai proposé de faire une thématique autour de l'équilibre vie pro, vie perso. C'est un petit peu ce que tu fais avec les profs que tu accompagnes, oui, j'imagine. Entre autres. Puis c'est un sujet qui m'est cher parce qu'effectivement c'est un des sujets que j'aborde assez régulièrement en coaching. Enfin, c'est-à-dire que j'aborde les personnes qui viennent se faire coacher viennent souvent se faire coacher, les enseignantes au niveau de ce sujet-là. Et puis c'est aussi moi un de mes sujets de réflexion depuis hyper longtemps parce que finalement ce que les coachés vivent, je l'ai vécu aussi. J'ai commencé vraiment à souffrir. Oui, enfin à ressentir un déséquilibre vie pro vie perso après ma première grossesse. Et c'est au moment de la deuxième grossesse que j'ai vraiment commencé à me questionner en me disant comment rééquilibrer les choses, comment faire en sorte de vouloir tout faire. En tout cas à l'époque c'était ça. Et puis voilà, j'ai mis plein de choses en place à ce moment-là.
Mais au final, même si j'ai commencé du coup à bien y réfléchir et à essayer plein de choses, j'avais l'impression que ma vie c'était un peu, j'ai toujours été fan de Tetris et que la vie c'est un peu comme un Tetris. Donc quand tu commences à y réfléchir, ben tu mets les petites boîtes, ça s'emboîte, ah ouais plutôt là, puis t'as des petits loupés avec les petites cases vides et tout. Et puis ça descend, sauf qu'à un moment donné en fait ça descend de plus en plus vite. Alors ça devient un peu challenging. Tu dis ah ouais attends vite, ça descend vite, là je le mets là, je le mets là, je le mets là. Et sauf que quand le Tetris monte et qu'on arrive en haut du truc et qu'on se dit ok je mets ça là, c'est bon j'ai perdu. Et du coup, ça me fait un peu penser à ça, la sensation d'être un peu débordée. Et donc, le fin du Tetris, 8 ans plus tard, j'ai fait un burn-out. Donc, en 2020. Voilà. Et je crois qu'en fait, c'était aussi dû ce déséquilibre dans la vie. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne, je pense, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes. C'est qu'il y a parfois peu de frontières entre la vie pro et la vie perso. Et moi, quand j'ai commencé à bosser, j'étais pas maman. Donc, en fait, j'avais tout mon temps pour bosser. Et donc, j'ai appris le métier en travaillant sans limite, en n'ayant aucune limite de temps, aucune contrainte extérieure. Et donc, j'étais hyper impliquée et ça me nourrissait en même temps. C'était pas un problème. Donc, moi, je l'ai pas du tout vécu comme un déséquilibre. Tout mon début de carrière, de bosser beaucoup, je pense que je gérais plutôt bien parce que comme j'avais pas trop de contraintes, j'avais une vie sociale, des disponibilités, je dormais. Enfin, ça posait de problème à personne si je passais 5 heures le samedi à bosser ou 6 heures ou voilà. Enfin, ou si je bossais pendant mes vacances. Sauf que quand on devient parent, il y a d'autres obligations, contraintes, même si elles sont choisies, mais qui arrivent. Et puis, moi, j'ai voulu continuer avec le même niveau d'implication, mais avec des nouvelles contraintes et des nouvelles obligations familiales. Et donc, c'est là qu'en fait, qu'il y a eu un déséquilibre ou le souci d'équilibre, en tout cas, qui s'est posé à moi. Et donc, j'ai commencé à rogner sur mes loisirs, sur mes sorties, sur le sommeil, sur le couple. Et puis, mon problème aussi, c'est que comme j'étais hyper motivée toujours par mon métier, par ce que je faisais, je continuais de dire oui à tout, de tout aimer, de ne pas sélectionner. Et donc, s'il fallait faire de la place, c'était sur mes besoins, en tout cas, que je prenais pour pouvoir faire de la place et que tout fonctionne, quoi. Donc, le métier prenait quasiment la même place et t'essayais tout autour du métier. Exactement. De refaire les choses qui satellitaient et qui se présentaient à toi de plus ou moins prioritaires quand même. C'est ça. Donc, la notion de priorité, elle t'est venue rapidement comme résolution de stratégie ou pas tout de suite? Après le burn-out, oui, il a fallu prioriser, mais par contre, avant, c'est-à-dire pendant les 8 années pendant lesquelles je me suis un peu épuisée, les priorités, je crois qu'elles s'imposaient à moi au bout d'un moment, en fait. Enfin, oui, j'étais intentionnelle sur le fait qu'il y a des choses sur lesquelles, oui, faire manger mes enfants, c'était une priorité. Enfin, voilà. Mais en même temps, je me suis pas dit que je pouvais enlever des choses. Alors, petit à petit, quand même, vers la fin, j'ai commencé quand même alors pas à prioriser, mais à alléger, peut-être enlever des choses d'un point de vue de la perfection. Enfin, à me dire, ok, ça, je peux pas tout faire bien, nickel dans les détails. Donc, comment je peux continuer de le faire, mais en mode minimaliste, quoi. Donc, garder ce qui était sur la liste, mais le faire moins parfaitement qu'avant. Et voilà. Donc ça, c'était un des premiers outils sûrement, des premières choses que j'ai mises en place, notamment dans ma classe, où je m'étais dit, faut que j'arrête. J'ai constaté que faire des documents nickel, avec une mise en page au carré, etc., aller chercher les images. Moi, je me suis déjà retrouvée, je pense, sur la page 32 de Google Images, à chercher l'image que j'avais en tête, quoi. Et donc, ça, je me suis dit, en fait, ça, je peux gagner du temps là-dessus. Donc, à un moment donné, je sais plus quel niveau j'avais à ce moment-là, mais je me suis dit, en fait, c'est important pour moi qu'ils aient tel exercice. Est-ce que je peux le faire? Voilà, ma première question, c'était, est-ce que je peux le faire à la main, genre en écrivant au tableau sans avoir à faire un exercice? Et donc, d'aller diminuer un peu tous les trucs autour que je me rajoutais pour que ce soit beau, parfait et nickel, quoi. Donc, tu changeais de support ou tu changeais de mode de fonctionnement pour t'alléger la perfection et l'envie que ce soit tout bien carré. C'est ça. Et j'ai commencé à réfléchir à ce qui me faisait gagner du temps et ce qui m'en prenait. Et donc, c'est comme ça que, à un moment donné, je suis repassée, par exemple, à un cahier journal. Donc, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas enseignantes, c'est un peu le support sur lequel on fait nos préparations. Et je suis passée à un cahier journal à la main plutôt qu'à l'ordinateur parce que, en pesant le pour et le contre, c'est-à-dire qu'à l'ordinateur, tu gardes une trace dans ton ordi, etc. Mais par contre, j'avais tendance, moi, à être très tatillon sur la mise en page, la petite police, que tout rentre sur un A4. Donc, je pouvais passer, ça me faisait perdre 15 minutes à chaque fois de refaire la mise en page.
Et finalement de repasser sur un truc à la main parce que c'est pas quelque chose que j'avais besoin de pérenniser. En fait, je le fais pour une journée puis après je m'en sers plus. Donc oui, que ça serve autant à l'enseignant que éventuellement à l'administration quand on nous demande une transmission à la remplaçante ou à la suivante, mais ça n'a pas besoin d'être au maximal. Ça n'a pas besoin d'être. Ouais, et puis il y a aussi cette idée de rapport, j'allais dire rapport qualité-prix, mais bénéfice et avantage. Voilà, bénéfice-avantage, c'est-à-dire en fait, ça me sert une journée, je m'en resserre plus. Par contre, ça doit m'être utile, mais en même temps, ça doit pas me coûter. Donc, est-ce que c'est bien raisonnable de passer, je sais pas, 1h30 à préparer quelque chose qui va me durer 10 minutes? Voilà. Donc, il y avait vraiment cette réflexion-là qui arrivait petit à petit. Et c'est tellement ça dans l'entrepreneuriat aussi. Non mais oui, en fait c'est valable. Mais c'est ça qui est magique, c'est que je trouve que on peut tout transférer tout le temps. Et en fait, des fois c'est là que c'est inspirant d'aller voir comment ça fonctionne ailleurs. Moi je sais que j'ai beaucoup écouté des podcasts sur la productivité en entreprise qui ont résonné chez moi quand j'étais encore dans la classe en me disant ok je peux faire comme ça. C'est vrai que ce qu'il dit là sur ses mails etc. Moi c'est valable aussi. Oui, les astuces productivité, moi, ont changé ma vie clairement aussi à la naissance de ma deuxième fille. J'ai un gros amour de la gestion du temps et de la gestion de la maison, la logistique de la maison, parce que si on gagne du temps, on est beaucoup plus productif et surtout on est beaucoup plus zen. Au quotidien, on est moins en train de se prendre la tête. Et quand tu as glissé vers l'idée de devenir coach à ton tour, est-ce que tu t'es emparé de toutes les leçons que tu as tirées de ton burn-out? Comment ça s'est passé, cette transition? Alors la transition, moi déjà, ce qui m'a beaucoup aidé, au moment du burn-out et à transiter vers mieux me connaître, je pense que c'est ça en fait, mieux me connaître et du coup pouvoir adapter. Parce qu'on a beau trouver plein de conseils de productivité, en fait c'est quand tu te connais que tu peux choisir ce qui te convient, que tu peux ajouter de la flexibilité, de la créativité, dire ok j'ai vu tel outil, mais en fait moi je fonctionne pas comme ça. Donc ce qui a vraiment permis d'avancer là-dessus, c'est de mieux me connaître moi et une fois que tu te connais, de mieux t'écouter. Parce qu'en fait, je pense que quand j'étais dans la phase de déséquilibre, je m'écoutais plus. Mais je crois que je ne m'entendais même plus. Je fais une différence entre entendre et écouter. Tu sais, quand t'entends le truc, mais que t'es pas attentif. Avant d'essayer d'écouter ses besoins, je crois déjà faut les entendre. Et en fait, je pense que j'étais même pas là. C'est-à-dire que j'étais dans une phase où je m'étais tellement mise entre parenthèses que je n'avais plus conscience d'aucun besoin. J'étais même plus capable de dire ce dont j'avais envie, pas envie, etc. Et donc, moi, ce qui m'a vraiment aidée, je pense que c'est le journaling, c'est le fait d'écrire au quotidien sur un peu tous les sujets, que ce soit mes besoins, mes émotions, ce dont j'ai envie, comment je me projette, etc. J'avais des outils à ce moment-là, je faisais un défi de 100 jours de développement personnel et du coup, tous les jours, j'écrivais mes gratitudes et mes succès et en fait, ça m'a servi à sortir de la spirale de l'insatisfaction et de pouvoir petit à petit observer ce pourquoi j'étais reconnaissante dans ma journée, ce qui se passait bien, ce que je réussissais à faire. Parfois, c'était des petites choses, mais je trouve que ça, c'est important. Et même quand aujourd'hui, j'écris plus, en fait, j'ai appris grâce à ça à le vivre et à le faire. Même quand j'écris plus ou que j'écris pas, tous les jours, en fait, j'ai mon petit moment où je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Je suis reconnaissante pour les trucs qui me sont arrivés dans la journée, où je me projette sur les journées d'après. Et ça aussi, c'était important de pouvoir reprendre un peu de pouvoir sur soi et de redevenir intentionnel. C'est-à-dire, au lieu de subir tout ce qui m'arrivait, tout ce qui arrive, et de pouvoir décider voilà, aujourd'hui, j'ai décidé que je vais faire ça, que je vais faire ça pour me faire plaisir, que j'ai telle chose que je voudrais faire avant ce soir, etc. Et donc, de poser des intentions pour la journée et de me dire, voilà, ça m'a été utile aussi. Et donc, ça, je l'ai gardé. Sur le moment, je l'ai fait comme ça parce que j'ai des outils qui me sont venus de plein d'endroits. Et puis après, en lisant, je me suis rendu compte que finalement, c'est tout ce qui est indiqué dans la psychologie positive, en fait, qui fonctionne pour aider les gens à aller bien et à se sentir bien. Donc, le journaling, c'était l'outil. Après, le contenu, c'était vraiment les gratitudes, les intentions, la visualisation, noter mes petits kiffs de la journée, donc. Et puis, quand j'ai fait mon burn-out, c'était le moment du confinement et j'ai retrouvé avec ce calme et cette impossibilité de faire quoi que ce soit d'autre, un peu d'émerveillement, tu vois, la capacité à juste apprécier l'instant. Et j'ai passé beaucoup de temps sur ma terrasse au soleil pendant le confinement. Réapprécier le fait de ne rien faire. Tu vois, c'est même pas avant même de l'apprécier, d'être capable de ne rien faire. J'étais beaucoup dans l'action et donc d'être capable de rester assise au soleil sans rien faire. Bon, je peux pas empêcher mon cerveau de penser, mais au moins sans être dans fais ça, on attend, va là, etc.
Est-ce que tu as fait un rapprochement justement à cette difficulté d'être en pleine présence à l'action qu'on a, à l'intention qu'on a, et de vouloir s'éparpiller pour engranger des satisfactions éventuellement temporaires ou de paraître productive? Est-ce que tu as fait ce lien rapidement? Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que avant, être dans le faire, c'était pas être dans le faire pour avoir de la satisfaction, parce qu'en fait, c'était être dans le faire pour faire ce qu'on attend de moi, faire plaisir, faire ce que je me dis qu'on attend de moi. Tous les Remplir il des faut. voilà, les il faut, et c'était plus avec des obligations, il faut que les choses soient faites, quoi. Alors que moi, je suis beaucoup dans l'action, toujours, en fait. Du coup, je trouve que l'important, c'est un peu d'alterner, et je trouve que c'est ça aussi qui est intéressant dans cette notion d'équilibre. C'est pas de chercher un équilibre qui soit toujours le même. En fait, moi, s'il y a bien quelque chose que je répète tout le temps en coaching et que je crois profondément, c'est que l'équilibre, c'est quelque chose de mouvant, et c'est quelque chose qui n'est jamais pareil. L'équilibre du lundi, c'est pas l'équilibre du mardi. Sauf qu'il y a des équilibres en réalité quand il y a une tendance où ça se rééquilibre jamais. Quand on est tout le temps dans le faire, ou quand on est tout le temps dans l'être sans jamais passer dans le faire. C'est pas mon cas, mais il y a des personnes comme ça aussi. Il est là aussi le déséquilibre. Quand on est que focalisé sur le boulot et pas sur sa vie perso, ou que sur sa vie perso et pas sur le boulot. Enfin, du coup, il est là le déséquilibre, en fait. Alors que quand on arrive à équilibrer, c'est quand on est capable de voir en fait ce qui se passe, de voir quand il y a des petits déséquilibres. Mais en fait, les déséquilibres, ils sont normaux. Faut pas lutter contre les petits déséquilibres au quotidien. C'est ce qu'on cherche en réalité. C'est comme dans une partition de musique, on n'a pas qu'une seule note. C'est le déséquilibre entre les différentes notes, et finalement, on retombe sur nos pieds avec l'accord parfait à la fin. Et ben du coup, c'est la même chose, quoi. De chercher à ce que ce soit mouvant. Ben ouais, il y a des semaines où on a des rushs, et en fait, on va pas lutter contre. Par contre, si c'est le rush tout le temps, à un moment donné, c'est bien de pouvoir voir qu'il y a des rushs et se dire, OK, là, je suis dans un rush, j'accueille, je suis un peu en résistance en termes d'énergie, mais je me prévois derrière un temps où je redescends, un temps où je me pose. C'est vraiment ça, là, le truc. Parfois pouvoir être, parfois pouvoir faire les deux, et surtout se voir faire pour pouvoir réajuster et être flexible. J'aime beaucoup ta phrase là sur l'équilibre, c'est quelque chose de mouvant. Quand tu reçois des gens qui sont un peu débordés, notamment des mamans, est-ce que dans leur formulation, tu mets tout de suite le fait que l'équilibre n'est pas une injonction supplémentaire, ou tu les laisses déjà dérouler le fil de leur souffrance actuelle? Comment tu procèdes dans l'écoute des personnes qui viennent à toi? Bon, déjà, je les laisse dérouler un peu ce qui se passe et comment elles voient les choses. Et en fait, souvent, ça passe par aller voir, tu sais, objectiver les choses. C'est-à-dire, en fait, se rendre compte. Des fois, quand tu finis par écrire, OK, donc tu fais ça. Et moi, je note, tu vois, OK, donc ça, oui, puis ça aussi. Ah oui, donc en fait, et moi, je répète, je fais, donc tu fais ça, et tu fais aussi ça, et des fois, de s'entendre dire, ah oui, ah ouais, quand même. Donc, souvent, il y a juste déjà la prise de conscience. Je fais beaucoup plus que ce que je crois. Je fais même beaucoup plus que ce que mon corps ou mon temps me permettent, plutôt que d'aborder les choses par le manque. Tu vois, je manque de temps, je manque de ceci, je fais pas assez cela. Non, en fait, enfin, souvent les personnes concluent d'elles-mêmes d'ailleurs. En fait, il y a déjà trop de trucs, quoi. On est déjà en haut du Tetris, en fait. Ça rentre pas dans la Ça journée. rentre pas. Donc voilà. Cette injonction à trouver l'équilibre. Ouais, cette injonction à trouver l'équilibre, je trouve que ça rassure beaucoup. Souvent, c'est leur dire ou leur faire comprendre que l'équilibre, c'est pas 50%, en fait. C'est pas 50%. Toutes tes semaines ne ressemblent pas à 50% de boulot et 50% de vie perso. Et parce que finalement, c'est ça. Et parfois, les gens déculpabilisent aussi, parce qu'il y a des gens qui aiment leur boulot, tu vois, et puis qui ont envie d'y passer du temps. Et parfois, certaines personnes arrivent en disant, ouais, faut absolument que j'arrête de bosser. Et en fait, non, ça les nourrit aussi. C'est pas forcément diminuer ton temps de travail, mais peut-être le répartir autrement. C'est arrêter de culpabiliser. J'ai une coachée, par exemple, à un moment donné, qui voulait absolument passer plus de temps avec ses enfants. Tu vois, mais au final, en réfléchissant, mais ces enfants sont des ados, et en fait, ils ont, eux, pas spécialement envie. C'est-à-dire qu'elle en passait déjà du temps avec eux. Et en fait, même en se dégageant du temps, elle pouvait se dégager du temps, mais en fait, en se dégageant du temps pour eux, ça allait pas forcément faire qu'elle allait passer plus de temps avec eux, parce que eux n'allaient peut-être pas se dégager plus de temps pour elle. Enfin, voilà, c'est anecdotique, mais... C'était une pensée étincelle qu'elle se rajoutait de culpabilité. C'est ça, exactement. Oui. Voilà.
de se déculpabiliser en tout cas de cet équilibre parfait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important de se dire que c'est mouvant, que c'est parfois ça monte, parfois ça descend, parfois ça. J'aime bien la citation d'Albert Einstein. Dans la vie, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et je trouve que cette idée de bicyclette où des fois tu pédales, des fois t'as les trucs en haut, des fois t'es tout droit, des fois t'arrêtes de pédaler parce que c'est bon, t'as pris de l'élan et t'es en vitesse. Par contre, ça remonte, tu remets un peu d'effort. En fait, c'est ça, tu vois, l'équilibre sur une bicyclette, c'est pas tout le temps la même chose, la même vitesse, la même force, le même effort, la même attention, tu vois, si t'es sur une route de campagne ou en pleine ville, enfin. Et en même temps, si on passait notre mois à dormir, à regarder Netflix, on n'aurait plus de vue non plus. L'équilibre, c'est le déséquilibre, en fait. Et ce qu'on nomme déséquilibre, c'est qu'on est coincé dans des polarités de notre imaginaire et d'équilibre, tu vois, de notre équilibre parfait, tu vois. T'es coincé dans le boulot, ou t'es coincé dans ne rien faire, dans l'inactivité ou dans la non-action, et du coup, tu ressens un déséquilibre, en fait. J'entends à demi-mot aussi l'idée de choisir et de se rendre acteur et vraiment d'être dans la décision de renoncer pour nous et de pas renoncer contre quelqu'un. Est-ce que c'est induit aussi dans la progression de tes coachings et la progression de la conscience du temps que tu utilises pour tous les projets? Parce que tu disais très bien tout à l'heure, les projets professionnels nous nourrissent sur d'autres rayures, comme tu connais mes outils, oui. Tout aussi bien que la vie familiale nous nourrit sur d'autres rayures. Comment composer le tableau parfait pour nous, sur mesure individuelle, sans qu'il y ait un déséquilibre ressenti, parce que les autres peuvent penser qu'on est déséquilibré, c'est pas notre problème, mais comment nous sentir intérieurement sans être dans la culpabilité de devoir renoncer à des choses. Comment tu abordes cette question? Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis. Déjà, il y a le fait que, comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut vraiment se connaître. Avant même de décider, de se dire que je choisis tout, etc. Parce que bon, concrètement, il y a aussi des situations dans lesquelles c'est pas le cas. Mais en fait, c'est au moins pouvoir choisir et décider en fonction de ce qu'on sait de soi. Voilà. Pour pouvoir identifier, quand je parlais tout à l'heure des limites floues, etc. En fait, je ne peux pas faire respecter mes limites si moi-même je les ai pas questionnées et que je ne connais pas mes limites. Et je peux pas savoir que j'approche de mes limites si je sais pas où elles sont. Donc c'est pour ça que oui, des fois on va être un peu en dehors de nos limites, mais pas trop longtemps, parce qu'on sait qu'on est en dehors des limites. Alors que le risque, c'est quand on les a pas identifiées. Donc il y a vraiment cette idée de se connaître soi, d'avoir identifié nos appétences, nos valeurs, nos goûts, nos limites, que ce soit physique ou morale, etc. Ce qui nous motive, ce qui nous motive pas, etc. Et ensuite, toutes ces données-là, on les a en tête, et quand elles sont conscientisées, quand on sait, et là, on va pouvoir arbitrer, mais en choisissant sur quoi on rogne momentanément, pour pas tout le temps rogner sur la même chose aussi. Qu'est-ce qu'on met en valeur? Et puis, tu parlais de renoncer. Moi, c'est quelque chose qui m'angoisse de renoncer. Donc, je crois pas qu'en fait, on renonce vraiment aux choses. Ou alors, quand on y renonce, c'est qu'on a décidé, acté que elles ne nous conviennent plus et qu'on n'en veut plus dans nos vies. Donc, c'est même pas renoncer, du coup. J'ai l'impression que quand on renonce à quelque chose, c'est que ça nous plaît et que du coup, on n'y va pas. Et je suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là. On ne renonce à rien, mais que par contre, on diffère. Choisir, c'est pas renoncer, c'est plutôt différer. C'est-à-dire que, parfois, c'est pas maintenant. C'est pas non, en fait. C'est pas maintenant ou pas comme ça. Et donc, comme ça, moi, ça me permet de me dire, ok, je veux vraiment ça. Je le fais quand même et je renonce pas. Mais par contre, ça passe pas tel quel, donc je l'arrange pour que ça convienne à tout le monde et que ça passe, etc. Ou alors je veux vraiment ça et je le veux comme ça, donc là c'est pas le moment, mais j'y renonce pas en fait. Je le repousse, je le remets à plus tard, etc. Donc il y a cette idée-là aussi d'accepter que tout soit pas forcément tout de suite. On ne peut pas forcément tout faire en même temps, mais qu'on peut peut-être quand même tout faire, mais en l'étalant autrement. Donc, s'adapter à l'emploi du temps du moment, faire au mieux pour soi. Faire au mieux. Wow. Ouais. Là, on est de soi à soi, de notre pensée intérieure, notre culpabilité et tout. Est-ce que tu es confronté aussi parfois à des mamans qui se sentent mal par rapport au regard des collègues, des autres, de la société, de leurs conjoints? Parce que là, de soi à soi, on a bien creusé le sujet. Mais comment on arrête de faire plaisir? Comment on commence à admettre qu'on peut décevoir les autres professionnellement, personnellement? Est-ce que c'est un thème que tu abordes de temps en temps?
Effectivement, mais avant même de se dire qu'on peut décevoir les autres, c'est prendre conscience que des fois, on fait de la lecture de pensée, mais que les gens ne sont pas forcément déçus, que les gens n'ont pas forcément les attentes qu'on croit qu'ils ont, qu'ils vivent aussi les mêmes choses que nous, ou alors qu'ils vivent les choses différemment. Je me rappelle par exemple d'une coachée qui culpabilisait d'être HS à 22h, alors que ses collègues continuaient de parler dans le groupe WhatsApp de boulot, etc. Et elle était cuite, quoi. Et donc, elle culpabilisait de pas être capable d'être travaillée encore à cette heure-là, etc. Sauf que elle était directrice de son école aussi, elle avait sa classe aussi, et que donc, en fait, de 16h30 jusqu'à 20h, elle avait pas arrêté de bosser, de préparer le boulot, quoi. Et donc, du coup, de réaliser que, en fait, c'est juste différent parfois chez les autres. Peut-être que eux, entre 16h30 et 20h30, ils sont occupés d'autres choses et qu'ils s'y remettent que maintenant. Alors que toi, t'as pas arrêté et du coup, oui, vous êtes pas sur les mêmes horaires et les mêmes facteurs et les mêmes contraintes, alors que pas du tout. C'est ça. Donc déjà, il y a cette idée de se réconcilier avec le fait qu'on est différent et que c'est riche aussi, mais qu'on a des fonctionnements différents, des contextes de vie différents, premièrement. Puis il y a aussi réfléchir à ce que ça offre d'être authentique aussi, parce que finalement, en étant authentique et vulnérable, je trouve qu'on autorise les autres à l'être aussi. Et en fait, on se rend compte que les autres sont dans les mêmes considérations que nous, lecture de pensée aussi, et que chacun de son côté s'imagine des injonctions dont on pourrait se passer. On peut préciser que le terme lecture de pensée se rapproche de l'accord Toltec de faire des suppositions. Exactement. Sur ce que les gens pensent. Ouais, exactement. C'est vraiment l'idée de croire qu'on est capable de comprendre de savoir ce que les autres pensent et de supposer des intentions, des pensées chez les autres. Qui est un biais qu'on a tous, d'ailleurs. Ouais. On fait toute la journée des suppositions sur ce que les gens pensent. Et c'est utile parfois pour pouvoir anticiper, pour pouvoir parfois être dans l'empathie, etc., de pouvoir s'imaginer ce que les autres pensent. Par contre, c'est bien de pouvoir se dire, ok, donc là, c'est une supposition, c'est peut-être pas ça. Il peut y avoir d'autres suppositions possibles. Sur ce point-là, tu aurais un petit outil à partager pour se recentrer, pour revenir à soi. Comment tu procèdes ? Moi, j'aime bien me dire de se voir faire, etc. Mais en fait, je crois que l'outil, mais qui est le même outil pour tout, c'est marrant, je viens de diffuser un épisode de podcast là-dessus, c'est le temps de suspension. C'est-à-dire, en fait, de s'obliger ou de prendre l'habitude de créer des temps de suspension un peu partout où juste on prend le temps de pas être dans la réaction, de pas être dans le faire tout de suite, mais d'avoir un temps plus ou moins long, plus ou moins rapide, ça peut être quelques microsecondes comme des heures, mais où on est juste en train de réorganiser les données dans notre tête, où on prend le temps de ressentir, où on prend le temps de se questionner, de se dire, OK, attends, ce temps-là, il va te permettre, par rapport à ce qu'on est en train de dire, est-ce que je suis sûre de ce que je dis ou est-ce que je fais une supposition? Ou est-ce que c'est pour moi qu'il l'a dit? Ou, quels que soient les principes de vie philosophique, de développement personnel, les outils, etc., si on n'a pas ce temps-là, si on n'a pas ce temps avant de préparer quelque chose, si on n'a pas ce temps de dire, OK, où est-ce que je veux aller, combien de temps j'y accorde, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai comme ressources, etc. En fait, on se grille parce qu'on est dans l'action et la réaction tout le temps, et on n'a jamais le temps de prendre de la hauteur. Donc, je crois que l'outil, et en fait, le coaching, c'est ça, l'accompagnement, c'est ça. L'outil, c'est de s'offrir un temps de prise de hauteur, de prise de distance où juste tu regardes, t'observes, tu ressens, t'écoutes. Et là, tu laisses les pensées se réorganiser et voilà, quoi. C'est peut-être ça l'outil, en vrai. Ouais. Comme quand je propose aux clients de monter en haut du phare et de se dire qu'en haut du phare, on voit pas du tout les choses pareilles, juste parce qu'on se dit, alors, il n'y a rien d'urgent et de mortel là tout de suite. Donc, prenons un temps pour scanner ce qui se passe, les faits, les émotions, les besoins, les possibilités, les stratégies. Donc, de revenir à soi et de se dire, j'ai peut-être des filtres sur la réalité que je peux déjà conscientiser et prendre un tout petit peu de hauteur. Ça me plaît beaucoup. Exactement. Comment tu opères après sur le fait de remettre l'équilibre qu'on souhaite entre la vie pro et la vie perso? Est-ce qu'il y a peut-être des exemples que tu pourrais citer? Comment elles ont réussi à trouver l'équilibre qui leur convenait à elles, les mamans qui travaillaient? On disait que l'équilibre, il est mouvant et donc, du coup,
je crois que personne ne trouve l'équilibre avec un grand L qu'il voulait au début. Tu vois, quand t'arrives dans un coaching, t'imagines un truc et le coaching fait que tu te rends compte d'eux et en fait parfois finalement t'avais déjà pas mal de choses qui étaient là et c'est au fil des séances, tu vois, à chaque coaching que tu réajustes et que tu dis finalement il y a eu ça, finalement j'avais prévu ça, mais comment tu gères l'imprévu et de te dire ok j'avais prévu ça comme ça, je remodèle et de redécouvrir sa capacité en fait à être flexible et à se jouer de ça. Et tu vois, quand en fin de coaching, à te dire que tu dis, j'avais prévu ça, mais finalement, il y a eu ça qui sont arrivés. Et en fait, tu sais, d'avoir retrouvé une espèce de souplesse qui fait que, en fait, c'est passé crème. En fait, je l'ai fait, puis je me suis pas oubliée. Et c'est de réinstiller quand même ce qu'on avait mis de côté, tu vois. De se retrouver du temps pour lire, de se retrouver du temps pour voir ses amis, aller chez le coiffeur, se poser à rien faire, etc. Et de remettre un petit peu des petits temps comme ça, ces petits temps de suspension ou des temps de plaisir, des tequiles en fait, de remettre ça dans sa vie petit à petit et de voir comment ça fait bouger le reste. Tu vois. Finalement, l'objectif qu'elles avaient au début n'est plus tout à fait le même parce qu'elles ont musclé les compétences de voir ce qui est plus important, prioritaire. Ouais. C'est ça, c'est-à-dire que parfois c'est moi je veux comme je te disais, je veux la plupart du temps, plusieurs fois c'est retrouver du temps pour mon couple, retrouver du temps pour mes enfants, retrouver du temps pour lire, pour faire du sport, etc. Donc il faut que je diminue le boulot. Et en fait, au fur et à mesure du temps, tu vois que en fait, on peut pas complètement drastiquement diminuer le boulot et que voilà, il y a des incontournables. Mais par contre, on voit que le faire autrement, le faire mieux et s'autoriser à faire le reste, ça nous rend potentiellement en meilleure forme, en physique et morale pour pouvoir faire le reste. Et des fois, du coup, à la fin du coaching, on n'a pas tout réussi mais tout est en bonne voie pour. Et puis certaines ont mis un peu plus l'accent sur leur couple, d'autres ont réussi à se remettre au sport, etc. Mais en fait, on retombe dans de l'équilibre mouvant et plus dans un truc figé. On défige, en fait. Je sais pas comment dire. Ouais, c'est comme si, tu vois, t'avais un engrenage qui était un peu coincé, quoi, et qu'on remet on remet de l'huile, tu vois. En fait, tu remets de l'huile et du coup, ça se remet à tourner, en fait. Ouais, je vois très bien. Je vois à l'époque de l'épuisement aussi à me dire que tout était une montagne en fait. Quand on est dans ce stade-là d'épuisement, c'est que les projets nous font envie, on se dit ah oui j'aimerais bien faire ça, je vois un peu comment je pourrais le faire, mais rien que de se remettre en énergie et de consacrer du temps, on croit que ça va rogner sur l'énergie d'autre chose et le temps d'autre chose. Donc si les gens ne voient que des montagnes autour d'eux, est-ce que tu divises la tâche? Comment tu pourrais proposer quelques conseils pour les parents qui nous écoutent et qui se sentent face à trop de montagnes? Il y a plein de choses. Moi, la première chose, je pense que c'est de réinterroger la montagne. C'est-à-dire, moi, je dis réinterroger l'urgence, mais déjà, derrière ça, il y a, déjà, c'est l'urgence de qui? Est-ce que c'est vraiment urgent? Est-ce que je peux m'enlever des choses? Est-ce que je peux déléguer? En fait, c'est ces questions-là. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut me faire à la place? Est-ce que je l'ai pas déjà fait, ce truc-là? Voilà. Qu'est-ce qui se passe si je le fais pas? Ça permet de... Ok, c'est peut-être pas une montagne, en fait. C'est peut-être une colline, parce qu'en réalité, peut-être que ça, je peux pas le faire. Peut-être que ça, mon fils peut le faire. Peut-être que ça, voilà. Vraiment, derrière cette idée de réinterroger l'urgence, c'est de réinterroger la montagne. Tout ce que j'ai à faire, c'est de se dire, qu'est-ce qui est vraiment urgent là tout de suite? Qu'est-ce qui est urgent pour quelqu'un d'autre, mais qu'en fait, pour moi, c'est pas du tout urgent. Est-ce que je suis vraiment obligée de m'engager là-dedans, etc. Donc, ça permet aussi d'arrêter de se dire qu'il faut qu'on fasse tout, mais qu'on n'a pas le temps de tout faire. En fait, on a le temps de faire ce qui est important de faire et tout va bien se passer. On n'est pas, personne ne va mourir. Donc, il y a relativiser aussi. Il y a prendre le temps de se sonder, de planifier, de visualiser les tâches, etc. Donc, parfois, d'ajouter une petite respiration, de se dire, OK. Voilà le temps de suspension dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi de checker un peu ses ressources parce puis surtout quand qu'on commence à être en situation de stress, on peut avoir tendance à vouloir tout faire tout seul, tout faire tout seul. Et parfois checker ses ressources, ça peut être qui peut m'aider, qu'est-ce que j'ai déjà à ma disposition,
Est-ce que j'ai pas déjà la moitié des choses qui sont déjà faites quelque part ou je peux m'en resservir? Je sais pas, je dis n'importe quoi, oui, il faut que j'aille m'acheter un pantalon rouge parce que à telle occasion, donc, je sais pas, que ce soit pro ou perso, je dois mettre un pantalon rouge. Ok, bon ben, est-ce que j'ai pas déjà le truc dans l'armoire? Ou il y a pas quelqu'un qui pourrait m'en prêter un et ça m'éviterait de me faire l'aller-retour à la zone commerciale, quoi. Ça peut être ça. Et puis, c'est aussi apprendre à dire de vrais oui. Et en creux, on entend apprendre à dire non, mais en fait, quand on apprendre à dire non, ça peut être un peu stressant quand on sait pas le faire. Et du coup, je trouve d'apprendre à ressentir les oui et à se dire, ben, en fait, là, est-ce que je suis vraiment d'accord? Est-ce que je suis vraiment enjouée? J'ai vraiment envie de le faire et dans ces cas-là, j'y vais parce que ça va me nourrir, etc. C'est un vrai oui. Parfois, ce qui peut être difficile quand on sait pas dire non, j'ai été dans ce cas-là, c'est de savoir comment dire non. Et donc, peut-être que ça peut être aussi une alternative de réfléchir à comment je peux dire non en étant alignée avec ce non, tu vois, en ayant peut-être exprimer mes regrets, plutôt que de culpabiliser, dire franchement, j'aurais vraiment voulu t'aider, mais en fait, là, je suis épuisée et je vais pas pouvoir et je peux chercher une solution. Mais par contre, si tu veux, voilà, de pouvoir utiliser ce que je disais tout à l'heure sur le oui, mais pas tout de suite. Des fois, c'est écoute là maintenant, parce qu'on s'oblige souvent à faire les trucs tout de suite, on nous demande un truc et puis on souffle, on peste à l'intérieur en se disant oh là là, j'avais pas besoin de ça, gna 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 gna, mais en fait mais ce sera coché, ce sera fait. Voilà, c'est pas urgent. C'est pas urgent et en vrai, des fois c'est pas non, des fois c'est franchement, je veux bien le faire, mais là tout de suite, là, c'est pas possible. Dans une semaine, c'est OK pour toi. Et là, la personne, soit elle dit oui, et OK, ça fonctionne. Et soit elle dit, écoute, t'embête pas, merci et tout. Si j'ai pas trouvé dans une semaine, je reviendrai vers toi, mais je veux voir comment je peux me débrouiller tout seul. C'est dire de vrai oui et réfléchir à comment dire non et être OK, du coup, avec le fait de dire non. Voilà. L'épisode que tu cites, là, réinterroger l'urgence, c'est mon préféré dans ton podcast. C'est vraiment celui que j'ai préféré. Je me suis dit, si on avait ça en formation, mais même en tant que maman, de réinterroger tout le temps les urgences, parce que des sollicitations arrivent toute la journée. Des notifications, des projets, des sommets en ligne. En fait, on est sollicité tout le temps. C'est la guerre de l'attention. Donc, exactement. Si nous, on fait pas nos choix et si on priorise pas, on va être coulé d'office. Et c'est normal, en fait, de couler. La société est comme ça. Les sollicitations sont toute la journée. Donc, si on apprend, nous, à trier les sollicitations, à dire de vrais oui, à dire de vrais non et à réinterroger l'urgence, on irait mieux. On irait vraiment mieux, plus vite. Mais carrément. Et puis, je pense que pour pouvoir faire ça, j'ai un programme pour les enseignants là sur équilibre vie pro, vie perso. Il y a un moment donné où l'étape, c'est en fait, aller fixer nos essentiels et nos non négociables. C'est-à-dire que si ça revient à ce que je disais tout à l'heure de se connaître. C'est-à-dire que si on ne sait pas, en fait, ce qui est essentiel et non négociable pour moi, que ce soit en termes de santé, d'alimentation, en termes de temps de sommeil ou en termes aussi, dans ton jargon à toi de tequil, c'est-à-dire en termes de ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Enfin, moi, par exemple, j'ai besoin d'aller chanter tous les jeudis soirs. Si je l'enlève plusieurs fois d'affilée, en fait, ça nuit à mon équilibre dans ma semaine. Il y en a peut-être qui ont besoin d'aller courir. Et sauf que c'est souvent sur ça qu'on a tendance à rogner pour faire plaisir aux autres et aux urgences des autres. Voilà, t'as besoin d'aller courir 1 heure. Je vais pas aller courir, je vais aller faire le truc que tu me demandes alors que t'aurais pu aller courir et le faire la semaine d'après. Et c'est tout ça, en fait, qui nous fige dans cet équilibre pas choisi, qui n'est pas un équilibre du coup, mais donc vraiment aller fixer ses essentiels et ses non négociables. Il y a un autre truc que je garde et je sais que t'es adepte des Fly Lady, donc j'ai lu le livre il y a quelques années. Alors, j'ai pas adhéré au ton du livre. J'avais l'impression qu'il était écrit pour Brie Van Der Kamp. Et une fois que je suis passée au-delà du côté Desperate Housewife américaine, en fait, il y a quand même tout au long de ce livre plein de petites astuces organisationnelles hyper utiles. Bon, bref, le seul truc que je voulais partager là, c'est le fait de mettre de la transparence. C'est dans les Fly Lady, quand elle dit d'avoir le petit manuel qui explicite ce qu'on fait aux autres pour pas de guide d'emploi de ce qu'on est, de comment on fonctionne et de ce qu'on fait au quotidien. Je trouve que ça pourrait se traduire par mettre de la transparence ou de l'explicitation et de pouvoir rendre clair ce qu'on fait autour de nous pour que on puisse identifier aussi des ressources et que d'autres personnes puissent venir avec nous le faire, etc. Plutôt que de tout garder dans la tête. Et donc de pouvoir dire qu'on fait des choses, dire comment on fonctionne, etc. Voilà. Et ça revient à ton premier outil de journalisme, c'est que quand on se rend compte de tout ce qu'on fait déjà, de tout ce qu'on a envie,
on se dit, bah oui, mais si j'ai envie de réaliser mon projet, avec tout ce que je fais déjà, ça passe pas. Donc peut-être que je pourrais déléguer, distribuer, réattribuer, trouver d'autres ressources ou d'autres lamelles de stratégie sur leur éventail de stratégies à eux et coopérer. C'est un mot qu'on n'a pas forcément évoqué, mais coopérer, que ce soit en équipe pro ou que ce soit dans la famille, ça peut quand même être pertinent si nous, on sent que ça tire et que ça picote dans notre vie et dans notre équilibre à nous, personnellement. C'est ça. Et puis, du coup, par rapport au journaling, ça me fait penser que un outil très concret, mais du coup, qui aide à un peu à mettre en place tout ça, parce que ça fait beaucoup de choses là, ce qu'on dit, c'est d'avoir des trackers d'habitude qui permettent de suivre un peu ce qu'on fait. Ça a plein d'avantages parce que ça a l'avantage de se donner du feedback à soi. Donc, ça a l'avantage de se rendre compte de ce qu'on fait, de se rendre compte et de se dire, ah ouais, j'ai fait ça. Ah tiens, ça fait 4 jours d'affilée que je réussis à faire ça, etc. Dans le sens positif. Ça permet aussi de se mettre des petts warnings, de se dire, oh, punaise, ça fait 4 jours d'affilée que j'ai pas été courir alors que j'en ai besoin. Du coup, ça permet de voir ses progrès et de s'auto-discipliner et d'identifier un peu comment on occupe notre temps et de voir un peu où on en est. Et je trouve que, c'est pas je trouve, les neuroscientifiques seront d'accord avec moi, avoir du feedback sur là où on en est, comment on avance, comment on évolue, c'est hyper important. Et donc d'avoir ça, un endroit, ça peut être un tableau, une grille ou n'importe quoi. On peut en trouver plein sur Internet, mais en tout cas quelque chose qui nous permette au quotidien assez facilement de suivre ce qu'on réussit à faire et ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Oui, ça crée l'élan de l'engagement et on auto-alimente notre flamme positive de gratitude en disant « Ah, mais je l'ai fait, ça j'ai réussi, ça j'ai déjà fait. » Exactement. C'est comme si on cochait des satisfactions. Et par contre, quand on n'a pas été 3 semaines de suite au yoga, on se dit oui, mais c'est peut-être pour ça que je suis un peu sur les nerfs avec mon Exactement. Ça donne des éléments de réponse, mais carrément. Et vraiment... Et sans se juger, c'est du factuel en fait. Exactement. Factuellement, on n'a pas fait. Quelles sont les conséquences que je tire à ne pas avoir fait? Est-ce que j'ai envie de ces conséquences-là ou est-ce que je modifie ma stratégie pour ne pas récupérer cette conséquence la prochaine fois? Ouais, c'est ça. C'est ça, et c'est comme pour les enseignants, par exemple, qui écoutent et qui doivent vraiment beaucoup travailler, en tout cas en dehors de leur lieu de travail. Ce tracker, ça peut être noter le temps de travail vraiment qu'on fait en dehors de la classe pour se rendre compte réellement et arrêter de culpabiliser. Dire ah ouais, ok. Moi, je me souviens d'un coaché qui venait pour dire je fais ça. Et en fait, de pouvoir constater tout ce qu'il fait. Alors qu'il était en train il culpabilisait de buller dans son canapé, de pas trouver le courage de préparer tel truc. Et en fait, quand il s'est rendu compte de toutes les missions qu'il avait, tout ce qui passait, le temps qu'il y passait, etc., il s'est dit ah oui, en fait, j'ai pas à culpabiliser d'aller à mon cours de sport, de machin, parce que je l'ai bien mérité. C'est ça. Est-ce qu'on peut avoir un droit au repos sans culpabiliser? C'est vraiment un sujet qui est conjoint entre les enseignants et les mamans débordées. Ouais. C'est est-ce qu'on peut se poser et oser avoir du plaisir personnel sans le faire, sans le encore plus, sans le encore mieux, pour les autres. Ouais, après toutes ces petites injonctions, des fois, elles nous viennent de loin. Elles nous viennent de loin parce qu'en fait, c'est des choses est-ce qu'on avait le droit quand on était petit? Chacun y répondra, mais de buller, de ne rien faire, de regarder le Club Dorothée, etc., sans avoir de remarques désobligeantes. Tu vois, sans faire de la psychologie de bas étage. Tu vois, des fois, on a intériorisé ces petits messages là qu'en analyse transactionnelle on appelle les drivers, là, ces petites injonctions qui nous viennent depuis longtemps. Fais vite, fais plaisir, dépêche-toi. Tu l'as très bien dit au début de l'épisode sur le fait que quand on a le premier enfant, le deuxième enfant, le troisième enfant, les drivers s'affolent en fait. Ouais. Les injonctions se secouent les uns les autres en disant « Mais t'es pas capable de tout gérer ? Comment ça, t'es pas capable de tout gérer ?» Sois forte. Mais parce que t'es quand même humaine. En fait, on est humain. On va inclure aussi les hommes qui nous écoutent aujourd'hui. C'est ça. Soyons juste humains, vulnérables et authentiques dans nos choix, nos difficultés. Et peut-être qu'on ne pourra pas gérer en 2023 tout ce qu'on pourra gérer en 2024 et inversement. Le temps fera son œuvre sur les projets urgents pour nous. Exactement. Je crois qu'il y a vraiment cette idée d'être honnête avec soi, tu vois, d'être honnête et d'être bienveillant avec soi. Faudrait aller définir le mot bienveillant, mais d'être empathique avec soi, tu vois, l'auto-empathie en communication non violente, de pouvoir s'écouter et bien se parler
Moi, des fois, tu sais, je sais pas si tu connais la chanson de Georgia Smith, Be Honest. Ooh. Des fois, quand je suis dans mon temps de suspension, là, que je commence à me voir vouloir dire un faux oui ou pas oser dire non ou pas avoir envie de truc, tu sais, j'ai la chanson Be Honest ooh, dans ma tête pour me rappeler que, ok, non, honnêtement, en fait, genre, j'ai pas envie. Voilà. Donc, je vais trouver un moyen de faire autrement. Comment je vais le formuler à l'autre? Comment je vais le formuler? Et là, on a tout le module sur la communication non violente et voilà. On enchaîne. Bon, Émilie, donc, quels sont tes projets, tes formations en cours? Eh ben, écoute, donner à entendre aux auditeurs. Je suis sur la fin de ma transition. Là, moi, je viens de finir d'écrire un livre. Donc, c'est la première fois que j'en parle d'ailleurs. Ouais. En tout cas, au micro. Donc, un livre sur la gestion de place pour les enseignants. D'ailleurs, dans lequel on retrouve certains des principes dont on a parlé aujourd'hui. Parce que, comme on disait, tout est transférable. Et ce qui est transférable dans notre équilibre de vie, c'est aussi dans l'équilibre de la classe, etc. Donc, un livre sur la gestion de classe qui devrait sortir, je pense, à la fin de l'été. Voilà. Je développe aussi le coaching. J'ai quelques programmes en ligne avec, en plus des coachings individuels, des exercices d'auto-coaching, donc sur justement l'équilibre vie pro vie perso, préparation au CAFI-PEMF ou à l'entretien de carrière, etc. Donc il y en a d'autres à venir, des petits programmes avec des exercices d'auto-coaching comme ça. Et puis voilà, continuer de développer le podcast. J'en suis au 111e épisode là, donc continuer de me former, continuer la formation pour adultes. Voilà. Donc, vous retrouverez tous les liens vers le podcast d'Émilie, vers son site, vers ses formations. On précise bien qu'il n'y a pas besoin d'être enseignant pour faire appel à tes services. Non. C'est vrai que c'est souvent des enseignants parce que c'est mon champ d'expertise ou le champ dans lequel je suis à l'aise. Mais le coaching, c'est pour tout le monde. Et donc, on peut faire appel à mes services de coaching, en tout cas. Donc, si le feeling est bien passé aussi avec Émilie, vous pouvez la contacter directement pour voir ce qu'elle propose en ligne, en présentiel aussi. Ouais, ça a repris un petit peu le présentiel si vous êtes sur la région parisienne. Il y a moyen. Voilà, tout à fait. Sur quel mot ou conseil tu voudrais finir cet épisode, Émilie? Se créer des temps de sas pour se scanner, pour visualiser, pour planifier, pour prioriser. Ce serait s'autoriser peut-être des fois à passer en service minimum pour les obligations et pour pouvoir augmenter tout ce qui nous fait kiffer, tout ce qui nous ressource, nos tequilles. Puis peut-être se dire aussi que tout ne repose pas sur nous, qu'on peut aussi déléguer, autonomiser les autres autour de nous, nos enfants, nos conjoints, conjointes, nos collègues, nos élèves, peu importe, qu'on peut aussi responsabiliser les autres et que se reposer n'est pas une perte de temps. Oh là oui. Et que se faire aider non plus n'est pas une faiblesse. Il faut quand même qu'on le précise parce que nous, on est dans le milieu maintenant de l'accompagnement et il y a encore peut-être cette croyance que se faire aider, c'est être faible. Alors que se faire aider, c'est beaucoup de courage de faire la démarche de trouver le professionnel qui sera compétent pour votre sujet actuel, pour notre sujet actuel, puisque nous aussi, on se fait accompagner par des spécialistes et des experts. Et vraiment, si vous avez un moindre doute sur se faire aider, c'est que j'y arrive pas. Au contraire, nous, pour grandir, on a tous été se faire aider. On s'est tous fait coacher pendant notre épuisement professionnel pour en sortir ou pour avoir notre rupture conventionnelle et tout ça. Et tout ça, c'est très important, en fait, d'aller vers quelqu'un qui résonne avec vous et qui a les compétences qui vous semblent utiles pour votre suite de vie, pour votre évolution à vous. Ouais, et puis quand on passe le pas d'aller chercher un accompagnement, un coach, un thérapeute, en fonction de son besoin, c'est aussi qu'on a pris conscience et qu'on est prêt à prendre le truc à bras le corps et à se dire allez, voilà, j'avance, je fais quelque chose. Donc on retrouve aussi du pouvoir et de l'autonomie. Mais en fait, c'est même pas forcément que se faire aider, c'est s'aider soi-même et se faire accompagner, se créer l'espace en fait. Je crois que le coaching, vraiment, c'est un espace-temps avant d'être une aide ou quoi que ce soit. C'est un espace-temps dans lequel on va pouvoir enfin poser les choses, regarder les choses, prendre de la hauteur, que ce soit la montgolfière, du phare ou d'où on veut, prendre de la hauteur pour regarder les choses autrement et se dire ok, voilà, je peux faire ça quoi. Ce sera temporaire et on repart après. Exactement. En autonomie. Voilà. Et puis quand même, en tout cas, pour finir, promis, c'est mon dernier mot, c'est de se rappeler que pour trouver de l'équilibre, il faut de la souplesse et de l'adaptabilité parce que c'est du mouvement. L'équilibre, en fait, c'est du mouvement et c'est du déséquilibre perpétuel.
J'adore. Je pense que ce sera la phrase de couverture de l'épisode de podcast. Ben voilà. Merci beaucoup, Émilie, pour ton temps. Merci à toi pour l'invitation, pour l'échange. Je suis trop contente à chaque fois qu'on échange. On est de toute façon d'accord sur ce qu'on dit. Donc, c'est génial, c'est riche. Donc voilà, merci d'avoir partagé ton micro avec moi. Donc, retrouvez Émilie sur les réseaux sociaux. On mettra les liens en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne fin de journée, Émilie. À bientôt. Merci, à bientôt. Bonne fin de journée à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.